Kanto. Bonjour. Vous êtes président du MRC, du directoire du MRC et candidat de ce parti pour l'élection présidentielle au Cameroun. Le Cameroun a célébré hier justement la 46e fête de l'unité nationale et vos militants ont défilé les mains sur la tête. Quelle est la signification de ce geste? Comme vous l'avez dit, hier le Cameroun a célébré la 46e fête de l'unité nationale. Ce mot est particulièrement important en ce moment de notre histoire. Si nous avons défilé, nos militants ont défilé les mains sur la tête, c'est parce que nous avons pensé qu'on ne pouvait pas défiler en 2018 comme en 2015 ou en 2005 ou en 1990. Il s'est passé depuis 2 ans dans notre pays des événements d'une gravité particulièrement importante. La crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Crise qui a entraîné la perte de vie de nombreux Camerounais, aussi bien parmi les forces de défense et de sécurité que parmi les populations et ceux qui ont pris les armes pour demander la sécession du Cameroun. La particularité de cette crise, qui n'est pas le seul conflit auquel notre pays est confronté et au cours duquel nous avons des pertes en vies humaines, sa particularité par rapport à la crise dans la région de l'extrême nord, par exemple, c'est que dans la région de l'extrême nord, avec Boko Haram, nous subissons des attaques d'un ennemi extérieur. Donc, au fond, c'est un conflit armé entre notre pays et une nébuleuse dont on ne cerne pas toujours très bien les contours, mais qui est bien armée. Il y a une mobilisation collective nationale pour soutenir aussi bien les forces de défense et de sécurité que l'État au cours justement de l'épreuve que nous subissons face à ces extrémistes de Boko Haram depuis 2014 à peu près. Dans le cas des régions du nord-ouest et du sud-ouest, il s'agit d'un conflit interne, armé interne. Ce sont des Camerounais qui tirent sur d'autres Camerounais. Et pour notre part, nous pensons que la solution est entre les mains des Camerounais et en particulier du gouvernement camerounais. Quand vous dites que des Camerounais tirent sur d'autres Camerounais, à qui vous pensez en particulier? Je parle des sécessionnistes d'un côté et des gens, enfin des gendarmes ou des forces armées de l'autre. Ce sont des Camerounais, que ce soit des sécessionnistes, enfin ceux que l'on appelle aujourd'hui des sécessionnistes, donc des gens qui sont radicalisés au point de prendre des armes contre leur pays. Et parfois d'ailleurs, les victimes ne sont pas que parmi ces deux catégories. Les populations civiles innocentes voient leurs maisons, parfois leurs villages entiers brûlés, rasés complètement par les incendies jusque dans les centres. Nous avons à ce moment-ci des populations des deux régions qui se cachent dans les forêts. Ils sont par milliers réfugiés au Nigeria voisin. Et donc, nous avons dit au MRC, nous ne pouvons pas défiler cette année comme les autres années. Je voudrais vous signaler au passage que depuis l'éclatement de cette crise, il y a 2 ans, nous n'avons cessé d'appeler le gouvernement au dialogue avec précisément nos compatriotes anglophones qui formulaient des revendications du reste reconnues comme légitimes par le gouvernement lui-même, puisque le gouvernement a entrepris d'y apporter à sa manière des solutions. Cela veut dire qu'on reconnaît qu'il y a un problème, à tout le moins un malaise. Et donc, pourquoi ne pas s'asseoir pour examiner la totalité des problèmes et utiliser justement ce qui m'apparaît être une argutie de dire, bon voilà, au début ils demandaient ceci, donc ils n'ont pas le droit de demander autre chose aujourd'hui. Le fait est que la crise est là et donc il faut gérer. Donc dès lors que il y a cette situation où nous voyons des Camerounais mourir chaque jour, des autorités administratives enlevées ou tuées, et nous n'avons aucune sympathie pour ceux qui tuent les Camerounais ou leurs compatriotes parce qu'ils veulent faire sécession. Nous avons toujours été extrêmement clairs là-dessus. La sécession n'est pas une option. Nous avons été le premier parti politique à dire et à marteler cela. Nous n'accepterons pas la partition du Cameroun. Mais une fois que cela est dit, c'est de la responsabilité de tout gouvernement, ceux qui sont en charge de la conduite des affaires d'un pays, de faire face aux difficultés qui
se font jour. Et la crise anglophone est une difficulté. On attend de l'État, du chef de l'État, de son gouvernement, qu'il prenne des mesures idoines pour mettre un terme à cette crise. Le fait de défiler la main sur la tête, parce que nous ne pouvions pas faire autrement, c'est notre façon d'exprimer notre solidarité avec nos compatriotes de régions anglophones qui meurent justement dans ces combats absolument absurdes et inutiles, qui n'avaient pas lieu d'être. On pleure en Afrique, et en particulier au Cameroun, et dans toutes les régions du Cameroun, généralement les mains sur la tête. C'est notre façon de faire le deuil avec nos compatriotes des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Généralement, dans cette crise, on a deux positions extrêmes. On a la position de ceux qui estiment que les francophones, c'est-à-dire le Eastern Cameroun, ont colonisé ceux du Southern Cameroun, et on a la position des francophones qui estiment que les anglophones les payent mal de l'unité nationale qu'ils ont finalement pu obtenir avec eux. Entre les deux, quelle est la position du MRC? D'abord, les deux positions ne sont pas compréhensibles, parce qu'on ne peut pas généraliser. Je ne crois pas qu'on puisse dire que tous les francophones ont la même attitude vis-à-vis de la crise anglophone, ou même vis-à-vis des anglophones, leurs compatriotes anglophones tout court. Personnellement, je n'ai jamais compris effectivement que l'on puisse parfois regarder avec condescendance, pour ne pas dire plus, des compatriotes anglophones parce qu'ils ne parlaient pas le français. C'est absurde. Parce que nous, francophones, nous sommes quand même curieux. Nous pensons qu'il est tout à fait normal et naturel que nous nous installions dans notre francophonie et que nous ne comprenions pas que les anglophones, qui, je dois le signaler, ont été administrés par la Grande-Bretagne en même temps que nous. C'est-à-dire que le condominium franco-britannique s'installe sur le Cameroun en 1916. Et donc ce partage du territoire s'opère à ce moment-là. Mais pourquoi comprendre que les francophones existent et que les anglophones ne puissent pas revendiquer justement une spécificité de conditions historiques et culturelles? Donc c'est quelque chose qui m'est difficile de comprendre. Et donc ma compréhension vis-à-vis de la crise anglophone n'est pas politicienne, c'est quelque chose de logique, c'est historique. Aucune des deux grandes composantes n'a choisi d'être francophone ou anglophone. Il ne faut quand même pas oublier qu'avant 1916, nous existions en tant que pays, en tant que nation. Nous étions sous administration, plus exactement sous le protectorat allemand depuis 1884. Donc on ne peut pas faire aujourd'hui comme si voilà, les francophones ont fait, je ne sais pas moi, une faveur particulière aux anglophones en acceptant la réunification. Au contraire, si les francophones, et je ne sais pas lesquels, peuvent penser un seul instant qu'ils ont été mal payés en retour d'avoir accueilli les anglophones, bon Dieu, est-ce qu'on s'imagine ce que c'est? Ils avaient le choix quand même entre se rattacher au Cameroun, qui est leur patrie, n'est-ce pas, avant donc, ces événements de la Première Guerre mondiale, et le Nigeria, qui n'avait rien à voir avec le Cameroun. Et ils ont quand même choisi, en tout cas au moins la partie méridionale, a choisi de dire nous retrouvons nos frères de l'autre côté. Et nous avons l'impression que c'est une faveur qu'on leur fait. Et donc je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas d'autre position que de dire j'ai affaire à des Camerounais dont certains, par le hasard de l'histoire, ont hérité de la langue et de la culture anglaise ou anglophone, et des Camerounais dont le hasard de l'histoire a voulu qu'ils héritent de la culture et de la langue française. Maintenant, ces deux frères, ces deux sœurs, peu importe comment on les appelle, doivent voir comment organiser les conditions du vivre ensemble avec ce double bagage historique. En réalité, c'est de cela dont il est question. Cela dit, est-ce que vous comprenez également, M. Kamto, que dans la partie francophone, qui n'est pas homogène, les gens se disent également que les revendications des anglophones peuvent être transposées à d'autres communautés au sein du Cameroun avec la même acuité, pourtant elle ne se fait pas avec la même violence? Non, il faut bien distinguer les choses. Il y a certaines revendications anglophones qui sont généralisables. Et en tout cas, ce ne sont pas celles-là qu'ils ont mis en avant depuis 2 ans, et peut-être depuis toujours d'ailleurs. Ce qu'ils mettent en avant, ce n'est pas qu'ils soient moins développés que les autres régions du Cameroun, ils n'ont jamais dit ça. Ce n'est pas qu'ils aient moins d'infrastructures, ils peuvent se plaindre parce que maintenant pour arriver à Bamenda, c'est la Croix et la Bannière, c'est extrêmement compliqué, je peux les comprendre. Si j'étais à Akono et pour arriver à Akono, la route était dans cet état, je me plaindrais, mais ce n'est pas ce qu'ils mettent en avant. Ils disent, nous avons hérité, est-ce qu'il arrive aux francophones de penser à un seul instant, si on leur demandait, mais désormais vous ne parlez que l'anglais.
Donc on vous impose l'anglais. On vous impose, par exemple, la common law en termes de système juridique et toutes les autres références culturelles anglophones. Est-ce que les francophones accepteraient ça aussi facilement? C'est donc de cela qu'il est question. Ce qu'ils mettent en avant, ils disent, nous avons hérité, comme vous, sans le demander, d'une histoire avec les Anglais. Et maintenant, ça a laissé des marques, des traces dans notre société. Nous sommes porteurs de ces marques. Nous ne voulons pas les gommer. Comme vous, les francophones, vous ne voulez pas gommer. Donc, essayez de voir comment on organise pour que tout cela coexiste dans un espace qu'on appelle le Cameroun. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame parce que j'entends effectivement beaucoup de francophones disent oui, mais toutes les régions du Cameroun ont des problèmes. Certes, mais ce ne sont pas les mêmes problèmes que les anglophones. Il y a les problèmes de l'ensemble des Camerounais que l'on retrouve chez les anglophones comme chez les francophones, qui sont des problèmes de développement, des problèmes de santé, donc des problèmes sociaux, des problèmes d'infrastructure, etc., etc. C'est-à-dire d'accès à l'énergie, à l'eau potable, à une éducation correcte, à un système de santé qui puisse protéger les populations. Après, il y a la spécificité anglophone, due justement à cet héritage culturel particulier. La forme du Cameroun, au départ, quand cette réunification des deux Camerouns s'est effectuée, a été la fédération. Puis, la forme de l'État a évolué. Aujourd'hui, nous sommes dans une république tout court. La décentralisation a été promise. Elle ne s'est pas encore produite. À l'aune de cette crise, selon vous, quelle est la forme d'État qui permettrait de résoudre des problèmes comme cette crise dite anglophone au sein du Cameroun? J'ai toujours dit par rapport à cette question qu'il fallait distinguer le contenu du contenant. Pour moi, le contenu est fondamental. Et ce que j'entends du Cameroun, de toutes les régions du Cameroun, c'est que le Cameroun a besoin de respirer. Parce que nous avons un État extrêmement centralisé. C'est plus que du jacobinisme, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que nous en sommes à un niveau où le pouvoir central s'octroie, s'arroge le droit de contrôler même l'air que nous respirons, la quantité que nous pouvons respirer par jour. C'est simplement insupportable pour n'importe quel pays. Et donc, partant de là, j'entends que les Camerounais ont besoin de pouvoir s'occuper de leurs propres affaires. L'État doit s'occuper de tout ce qui est régalien, du cadre général, de l'orientation, du cap, de la sécurité des frontières, etc. Mais laisser aux régions la possibilité de faire exploser les talents, la créativité, la recherche des moyens pour assurer le développement des populations. Donc, fort de cela, je dis, il faut donner un contenu substantiel à l'autonomie, à la notion d'autonomie. Une fois que vous avez admis cela, vous pouvez donc regarder le contenant. Est-ce qu'on l'habille sous l'appellation de régionalisme? Est-ce qu'on l'habille sous l'appellation de fédéralisme? Sachant que nous avons, même ici en Europe, des pays qui sont considérés comme des pays régionalistes, alors que le contenu est pratiquement fédéral. Si vous prenez l'exemple de l'Espagne, par exemple, vous voyez la Catalogne, qui d'ailleurs revendique l'indépendance pour des raisons qui ne sont pas liées uniquement à l'autonomie, mais c'est davantage des raisons économiques et fiscales, davantage que l'autonomie, puisqu'il y a un parlement catalan, il y a un gouvernement catalan. Donc, vous voyez qu'on parle de régionalisme espagnol, mais on ne parle pas de fédéralisme, alors qu'ils ont un authentique fédéralisme en Espagne. Donc, une fois que vous avez arrêté le contenu, le contenu, vous pouvez dégager le contenant, c'est-à-dire l'enveloppe, l'appellation aisément. Si nous retenons la décentralisation de type régional, c'est-à-dire le régionalisme dans sa conception classique, moi je serais très favorable à ce qu'il y ait effectivement l'autonomie des 10 régions du Cameroun, mais avec un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, afin de prendre en compte justement le particularisme, la spécificité culturelle dont je parlais tout à l'heure. Il faut par exemple que si nous sommes dans un état de type régional, qu'en dehors des attributions que l'État central va déléguer à toutes les régions, ou en tout cas va laisser aux différentes régions, que l'on leur permette maintenant de prendre en compte, par exemple, dans leur système éducatif, s'ils veulent introduire une touche anglo-saxonne, et je ne serai pas le premier d'ailleurs à penser cela, puisque le président de la République actuelle, il y a quelques années, a créé, lorsqu'il créait l'université de Boya, a bien dit dans le décret de création que c'était une université de type anglo-saxonne. Ça veut dire ce que cela veut dire. Donc effectivement, on peut pousser cette logique en disant, donnons-leur la possibilité d'organiser leur système éducatif s'ils veulent ajouter
une touche anglo-saxonne, bien sûr, tout cela sous l'encadrement général de l'État. Donnons-leur la possibilité, s'ils veulent, je ne sais pas moi, du point de vue du droit, par exemple, mettre un accent sur le common law. Par exemple, ils sont tout à fait... Moi, je n'ai jamais entendu un anglophone contester, par exemple, l'unité du code pénal. Ils sont tout à fait d'accord qu'on applique un même code pénal sur l'ensemble du territoire. Mais quand il s'agit du droit de la famille, par exemple, du droit des affaires, ils disent, non, nous avons, de par notre héritage culturel, une spécificité qui s'appelle le common law. Et ça s'est appliqué jusqu'à une date récente. Les tribunaux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest tranchaient le contentieux des affaires, les contentieux commerciaux, sur la base du common law. Donc pourquoi ne pas respecter cela? En quoi est-ce que ça fait du mal au reste du Cameroun? Donc, voilà un peu, moi, ce que je dirais sur la forme de l'État. Mais non, parce que j'ai toujours dit que si je suis élu président de la République du Cameroun, la première chose que je ferais, c'est de me rendre personnellement dans les régions anglophones, pour essuyer les larmes, calmer les gens. Je me suis engagé, si je suis président de la République, à dégager les moyens pour qu'on soutienne les populations dont les biens ont été détruits, les villages rasés, à se reconstruire pour qu'il y ait une vie et une activité économique qui leur permettent de vivre. Une fois qu'on a fait cela, il faut vraiment organiser le dialogue national qui s'impose. Et ce dialogue national, donc, pourra dire la forme de l'État et même l'habillage que nous donnons à cela, c'est le fédéralisme ou bien la régionalisation. Ça, je ne peux pas décider seul. Mais je vous ai dit, ce qui me préoccupe le plus, c'est l'autonomie, justement, des régions. Il faut donner l'autonomie pour que les différentes collectivités, les différentes entités qui composent le Cameroun puissent s'organiser pour se développer. Mais en mettant l'accent sur les spécificités régionales, notamment celles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, est-ce que cela ne va pas se faire au détriment du bilinguisme et de l'unité nationale, justement? Non, parce que le bilinguisme sera toujours respecté. Je vous signale que le fait que jusqu'à il y a une dizaine d'années, on tranchait les litiges, disons, matrimoniaux, en droit de la famille ou en droit des affaires dans le Nord-Ouest, suivant le common law, ne perturbait pas le bilinguisme camerounais. Le bilinguisme, c'est le chapeau commun, c'est dans la Constitution. Cela veut dire que le bilinguisme continuera à s'appliquer, y compris dans les régions anglophones, c'est-à-dire que le français s'appliquera dans les régions anglophones. Et je ne crois pas que les anglophones refusent cela. C'est simplement que la tendance actuelle leur donne l'impression que l'anglais disparaît au bénéfice du seul français. C'est ce qu'ils contestent. Ils disent qu'il faut qu'il y ait le français, mais il faut aussi qu'il y ait l'anglais. Et qu'on respecte justement la culture qui va et qui accompagne la langue anglaise, au moins dans les régions anglophones. Mais pour le reste, le bilinguisme camerounais restera intact. Aujourd'hui, on est dans une situation, vous l'avez relevé, dans laquelle on a traîné pendant 2 ans avec cette crise. Des médiations ont été suggérées. L'Église catholique se propose de jouer ce rôle. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose dans un pays qui estime être une république laïque? Lorsqu'on est dans une situation de crise, on cherche tous ceux qui peuvent effectivement permettre de nous aider à sortir de la crise. Si l'Église catholique est retenue comme médiateur, l'Église catholique ne prendra aucun acte. Elle n'a aucun pouvoir d'acter les résultats de la médiation. Elle ne peut que rapprocher les positions et donner les résultats justement à ceux que la République a désignés pour conduire les affaires de l'État. Et donc, l'Église, qu'elle soit catholique ou autre, ou quelque autre organisation, ne peut pas se substituer aux institutions de la République. Je pense que si l'Église catholique s'est proposée, ça devrait être, c'est une main tendue que nous aurions tout intérêt à saisir, parce que peut-être qu'ils ont les canaux qui leur permettent justement d'engager avec ceux qui se sont radicalisés un dialogue que l'État ne peut plus engager aujourd'hui. Et je pense que ça ne peut pas être une mauvaise chose. D'ailleurs, vous savez comme moi que ce soit l'Église catholique ou les églises, d'ailleurs, au Congo, en République démocratique du Congo, n'est-ce pas, c'est également une république comme nous. Et pourtant, l'Église a joué un rôle absolument décisif là-bas dans la tentative de résolution de la crise. Je préfère dire tentative parce que c'est toujours pas réglé. Donc, et dans d'autres régions du monde, en Amérique latine et tout. Donc, je pense qu'après, l'Église elle-même sait qu'elle ne peut pas aller au-delà, elle doit rester à sa place. C'est aussi le rôle de l'Église de rechercher la paix. Donc si la médiation peut ramener la paix, c'est quelque chose qui est parfaitement bienvenu. Vous avez parlé de main tendue. Il y a eu une autre main tendue, celle de l'ambassadeur des États-Unis, qui a rassemblé à la fois l'Église, mais également les dirigeants politiques. Vous étiez de cette rencontre. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous y êtes allé? Parce que cela a suscité beaucoup de commentaires, à la fois dans la société camerounaise et au niveau du gouvernement.
Qu'est-ce qui vous a emmené à vous rendre à cette rencontre et qu'en est-il sorti concrètement? D'abord, c'est très amusant. S'il y a eu des commentaires du côté du gouvernement, c'est absolument étonnant. Parce que il y avait un représentant du gouvernement, probablement en sa double qualité de ministre du Travail, cela ne vous a pas échappé, et qui est secrétaire général adjoint du RDPC, le parti qui dirige le pays. Donc on ne peut pas me reprocher d'être, si c'est le gouvernement qui fait ce reproche, alors c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Je veux dire, il faut quand même... Donc, ça, c'est la première chose. Je ne sais pas ce que les autres ont dit de ma participation à cela, mais je suis quand même surpris. Parce que quand on nous invite les uns et les autres, et tous, y compris la presse, la société civile, dans les ambassades pour manger des petits fours et boire le champagne, personne n'y trouve à redire. Mais si l'ambassade d'un pays nous invite et parle des questions qui nous concernent, ça devient un problème. Moi, je ne sais pas quel est le problème que ça pose. Premièrement, j'y suis allé, comme on m'a déjà invité dans de nombreuses ambassades. On m'a déjà invité, et comme d'autres personnalités publiques, à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade de Grande-Bretagne, de France, d'Espagne, de Suisse, d'Italie, et que je sais encore. Et il y a très peu d'ambassades africaines qui invitent, donc ce n'est pas ma faute si elles n'invitent pas, mais si elles invitent, moi j'y vais volontiers. Parce que ce sont des pays qui sont dans des relations diplomatiques de coopération avec notre pays. J'aspire à diriger le Cameroun. Il est tout à fait normal, même que par pure courtoisie diplomatique, quand on m'invite dans une ambassade, j'y aille. Je n'ai pas de préjugés ou d'idées préconçues vis-à-vis de quelque ambassade que ce soit. Maintenant, effectivement, on s'est retrouvé là-bas avec un certain nombre de leaders politiques. J'ai parlé du RDPC, mais il y avait également le représentant du SDF, il y avait le représentant, des représentants de la société civile, il y avait un prélat, enfin le cardinal Tumi, et bon, enfin, j'en oublie très probablement. On a simplement échangé sur la situation. Et je pense que la question était de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous-même vous proposez? Il nous posait la question. Qu'est-ce que vous proposez pour régler cette crise, pour sortir de la crise qui mine votre pays, c'est-à-dire la crise anglophone? Donc il n'y avait rien de particulier. Et je pense que s'il y avait eu quelque chose de secret, le gouvernement aurait été au courant, non seulement parce que je crois qu'il doit avoir toutes ces dispositions pour savoir ce qui se passe dans les ambassades, ils n'ont pas besoin de Camto pour le savoir, mais il y avait là également, comme je l'ai dit, un membre du gouvernement. C'est le communiqué peut-être de l'ambassadeur à la suite de la rencontre qui parlait de l'avenir du Cameroun et relativement au président Biya qui a probablement semé ce doute et peut-être ces inquiétudes dans les esprits. Mais est-ce que c'est un communiqué récent? Le communiqué dont vous parlez, est-ce qu'immédiatement après cette rencontre, il y a eu un communiqué? Je ne crois pas, parce qu'on m'a parlé d'un communiqué récent où l'ambassadeur aurait rencontré le président de la République du Cameroun, il était porteur d'un message du président américain. Donc ça n'a rien à voir avec la rencontre qui a eu lieu à l'ambassade du tout. Comme je vous l'ai dit, sauf s'il y a eu une autre réunion après moi, tout ce que je sais, c'est qu'on nous a demandé comment est-ce que vous voyez la situation actuelle et comment peut-on en sortir. À aucun moment, je n'ai eu le sentiment que l'ambassadeur des États-Unis, qui a d'ailleurs très peu parlé, prescrivait des solutions. Il a dit, mais comment on en sort? Il faut que, justement, les plus modérés essayent de trouver des solutions par rapport aux radicaux des deux bords. C'est tout ce que j'ai entendu et c'est positif. Je ne peux pas blâmer un ami qui me dit, mais enfin, ça brûle chez vous, essayez de voir comment vous éteignez cela, parce que ça peut être dommageable non seulement pour vous, mais peut-être aussi pour les voisins. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi on fait ce mauvais procès. Que ce soit éventuellement à moi, mais je n'ai pas entendu, ou à l'ambassade des États-Unis. Maintenant, le communiqué plus récent, c'est autre chose. Moi, je dis, c'est un pays qui est dans des relations diplomatiques avec notre pays qui s'exprime. Ça se joue au niveau des gouvernements des deux pays. Bah, on verra la réaction que le gouvernement camerounais fera par rapport à ce communiqué.